J'ai appris qu'on pouvait perdre la personne qu'on aimait à tout moment. Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, a tenu des propos très violents contre Zinedine Zidane. La question, c'était, le Brésil, c'est une icône française, Zidane. Sure. Le voir partir, vous, en tant que Français, voir partir Zinedine Zidane dans une autre sélectionneur du Brésil, c'est vrai. Alors, on va voir, ça vous fait mal au cœur, c'est ça. On va voir l'extrait. J'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut, je sais pas, on n'a pas la même opinion. Il peut aller où il veut, dans un club. Sélection, j'y crois à peine. Il n'a pas tenté de vous joindre là, ces derniers jours, non, Zinedine Zidane, non? Certainement pas, je l'aurais même pas pris au téléphone. Franchement, c'est surtout le tweet de Kylian Mbappé qui donne une dimension internationale. On ne s'attend pas à ce que ça passe comme ça. C'est vrai que personne ne s'attend à ce tweet de Kylian Mbappé qui réagit très très vite. Zidane, c'est la France, on ne manque pas de respect à la légende comme ça. C'est fou parce qu'il prend position alors que c'est son président en fait. Oui, mais c'est pas la première fois que les deux ont quelques difficultés à s'entendre. On se rappelle que juste après l'Euro 2021, Kylian Mbappé a failli arrêter l'équipe de France parce qu'il y a eu des propos racistes sur les réseaux sociaux à la suite de son pénalty raté en huitième de finale face à la Suisse. Et Noël Le Graët n'a cessé de rappeler que dans le foot, le racisme n'existait pas. Jonathan Zidane, t'es cousin de Zinedine, toi t'as dû devenir fou hier. Ouais, moi j'ai pété un plomb. La famille, vous dites quoi? Déjà sous le choc. Le choc. Après, en se levant ce matin, surpris aussi et content de voir l'élan de solidarité des Français. Personnalité publique et du peuple aussi. Zidane, on sait qu'il n'a pas besoin de parler. On sait que la France, elle est là pour lui et une fois de plus, elle l'a prouvé. Permettez-moi aussi de rajouter quelque chose, et je sais que c'est votre ami, et je pense que, pardonnez-moi, c'est un énorme caillou dans la chaussure de Didier Deschamps. Pas du tout, il n'a rien fait, lui. Non, mais il n'a rien fait. Mais alors, d'abord, j'aimerais petit 1 qui parle. Tout France 98, ils ont tous pris la parole. Ils ont tous défendu Zizou. Que fait Didier Deschamps? Il va le faire, mais Didier Deschamps, il va le faire. Mais il n'y a aucun problème entre Didier Deschamps et Zinedine Zidane. Le sujet, c'est doit-il démissionner? Voilà, c'est ça. Et Noël Le Graët, je vais vous dire, la vraie grosse merde qu'il fait, c'est qu'il a chez lui une intention de nuire. C'est ça que la France entière ne peut pas lui pardonner. Il a une intention de punir Zinedine Zidane en le traitant comme une merde. La France ne lui pardonnera jamais ça. C'est ça le débat en fait. C'est ça le débat. Moi je suis venu pour ça. Je suis parler de Deschamps. Alors vas-y, dis-nous pourquoi. Alors dis-nous toi. Moi je suis venu ce soir pour les propos qu'a tenus M. Le Graët. Alors dis-nous. On ne peut pas parler de Zidane comme ça. C'est ça, merci. C'est une légende. Il n'a jamais été dans aucune polémique. Il a toujours tout apporté pour la France. Il a toujours... Quand il gagnait, il était français. Il a donné la victoire de la finale de la Coupe du Monde 98 à l'équipe de France. Sans lui, il n'y aurait pas de première étoile sur le maillot. La seule manière qu'il parte, c'est que Emmanuel Macron, effectivement, décide de le lâcher. Et donc, il n'y a pas une autorité naturelle. S'il y a une pression du président, sa position deviendra intenable. Depuis quelques jours, une télé-réalité au concept plutôt simple fait le buzz sur Netflix. Si on se marie pas, toi et moi c'est fini. Accepter de se marier ou se séparer. Scott et Lina sont avec nous. Merci Scott et Lina, ça va? Oui, ça va. Tranquille. Alors Scott, toi, t'es arrivé dans l'émission avec Lindsay, une jeune femme de 24 ans avec qui tu étais en couple depuis 5 ans et demi. Ouais, t'as pas hésité une seconde à faire l'émission? J'ai pas hésité parce que l'émission, le but c'est vraiment de savoir si, à l'heure actuelle, on a vraiment trouvé la femme qui est faite pour la vie. Et Lina, pareil, Lina, elle est arrivée avec Sofiane, un homme de 31 ans avec qui tu étais en couple depuis 2 ans. Ouais. Et c'est vrai que toi aussi, tu as vécu l'aventure, tu vas nous raconter dans un instant. C'est vrai que cette histoire est folle et vous allez nous dire si vous trouvez ce concept intéressant ou pas, ou si vous trouvez que ça va trop loin. Comme la télé-réalité aujourd'hui, elle est en bout de course, elle est au bout du rouleau, elle essaie de se réinventer. Voilà, tout est elle essaie de se réinventer en inventant un concept où on pousse encore un petit peu plus le curseur, un petit peu plus trash. Mais ce que je trouve un peu dégueulasse, en fait, c'est qu'en fait, vous voulez juste passer à la télé. C'est un programme de télé-réalité. Et en fait, avoir une notoriété, sur le dos du mariage, sur le dos de la fidélité, sur le dos d'une institution. Tiens. Bah en fait, on s'est embrassés en fait. C'est une blague. Non. Scott. C'est qu'un pauvre type, je te jure. C'est bon, je me casse. Et moi, j'ai une question à poser à Lina, si vous le permettez. Alors justement, attends 2 minutes, parce que Lina, tu la lâches 2 minutes déjà. Tu es arrivée dans l'émission avec Sofiane, un homme de 31 ans avec qui tu étais en couple depuis 2 ans. Et c'est lui qui te pose un ultimatum. Voilà, on avait une problématique où Sofiane devait aller vivre aux États-Unis et voulait que je le suive. Et Sofiane devait partir dans les mois qui suivaient. Et j'ai pris ça comme une opportunité, en fait, de vraiment
vivre une expérience qui pourrait me conforter dans mon choix, en fait. Ouais, ça, parce que tu savais pas si tu voulais vraiment partir avec lui ou pas. Je savais pas si j'étais prête à tout quitter pour partir avec lui. Ouais, c'est ça. Ouais. Ceux qui pensent que je me serais tapé Sofiane si j'avais pu lever Je te lève les deux mains, carrément. Il a bien dit qu'il aurait pu juste ken et c'est tout. Hein. Moi, il me l'a dit en face. Hein. Oh. Moi, je me suis basée sur ce qu'on m'a dit. À ce moment-là, oui, Sofiane me disait qu'il y avait un feeling et qu'elle lui plaisait bien. Ouais. Et c'est bien ce que j'ai dit. J'ai dit, Sofiane m'a dit s'il pouvait te il l'aurait fait. Donc, c'est pas ce que je pensais, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Vous voulez la Si, il avait pu, dans un autre contexte, c'est ça. Et en fait, tu penses qu'il a Bah, il faut voir les épisodes. La moindre chose que je fais, tu pars en couille, tu fais des crises pour rien du tout. Moi, je fais des crises. Oui. Tu fais un truc alors que je t'ai prévenu à plusieurs reprises, Sofiane, tu disparais de ma vie. Mais en fait, je suis tellement gentil avec toi que tu crois que je suis faible, je crois. Je te le dis, moi, l'amour, je t'aime, ouais, mais l'amour, je m'en bats les couilles, en fait. Du jour au lendemain, je me casse et j'en ai rien à foutre. Oh. C'est fou, là. Je te sens remonter, quand même. Non, et on commence à aussi se poser des questions sur son couple et sur nous-mêmes en même temps. C'est ça. Et du coup, on passe par différentes émotions. Bah là, je passe par la colère et par la tristesse juste après. Je vous sens ému en revoyant les images. Pardon ? Je vous sens ému de revoir les images. Bah parce que c'est pas facile de se voir comme ça. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur moi. Je pensais vraiment que j'allais apprendre des choses sur mon couple et la vision du couple et la vie que je voulais mener, mais j'ai beaucoup plus appris sur moi aussi. Vraiment. T'as appris quoi ? Bah, j'ai appris qu'on pouvait perdre la personne qu'on aimait à tout moment et qu'il faut jamais prendre qui que ce soit pour acquis. Mais vraiment. Le 12 décembre dernier, vous faisiez vos courses au Lidl de Jaumont et tout a basculé lors de votre passage en caisse. Je me trouvais donc à la caisse, j'attendais de payer mes courses. Ouais. Et puis j'étais un peu dans ma bulle et puis je sens comme une agitation autour de moi. Mais j'ai pas le temps de réaliser que je me prends un coup derrière. Et donc au début, je croyais que c'était un coup de bouteille. Donc j'étais sonné à terre, puis je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai revu l'homme revenir, me donner un deuxième coup au-dessus de la tempe. Avec un hachoir. Hein. Oui. Je me suis dit que j'allais mourir là. Oh là là. Bah, c'est à ce moment, en fait, voilà. Bien sûr. C'est là où tu as eu c'est à ce moment-là que, quand il était à terre, parce que c'est la première personne que j'ai vue se prendre les 2 coups de hache, c'est ça qui a fait que je suis intervenu. Au moment où je suis rentré dedans avec le chariot, il a eu le temps de se relever et puis de partir derrière avec la caissière qui l'a emmené s'enfermer dans les toilettes et pouvoir... Oui. Enfin, je sens le sang qui coule sur moi. Ouais. Donc je m'enferme aux toilettes justement avec la caissière qui m'a retenu la porte. Et une fois arrivé devant le miroir, c'est là que je vois mes cicatrices. Et je vois tout le sang qui sort de ma tête. La pensée qui me vient, c'est je vais faire mes adieux, je vais appeler mon père et puis je vais faire mes adieux. Donc je prends mon téléphone, j'essaie d'appeler, mais le problème c'est que je perds tellement de sang que mon téléphone il fait n'importe quoi. Mais mon père il comprend le plus important et puis il prend la route. Et juste après, j'ai réussi à avoir mon copain aussi. J'avais une serviette une écharpe autour de moi. Donc je la prends, je commence à faire des points de pression. Et je me dis, bon, allez, Sylvain, ça va aller. T'essaies de parler à l'assaillant ou pas du tout? Non, non, j'ai pas eu le temps. T'as pas eu le temps? Puis même, de toute façon, je crois que je pensais plus à ma vie qu'à autre chose à ce moment-là. Donc, t'entendais crier autour de toi, tu t'es dit, je peux pas téléphoner, tu voulais parler à ton père, tu voulais lui dire... Oui, en fait, je voulais appeler quelqu'un pour faire mes adieux, tout simplement. Et puis... une fois que j'ai eu mon père au téléphone, ça m'est complètement sorti de la tête. Et la première chose que je lui ai dit, c'est qu'il a eu une attaque à Lidl. Voilà. Et encore, je lui ai dit, ne viens pas. Tariq, vous considérez qu'il vous a sauvé la vie? Oui, je pense qu'il a contribué à me sauver la vie. Vous l'avez revu, Tariq, avant de le voir ici ou pas du tout? Oui, en fait, j'ai revu, entre-temps, à Ajar, donc c'est l'aide aux victimes. Ouais. On s'est vu quelques temps, je l'ai remercié à ce moment-là, encore une fois. Et voilà. On est venus ensemble. Voilà. Ah ouais, vous êtes venus ensemble? Je l'ai pris dans ma voiture, je lui ai dit, c'est vrai. Tu viens avec moi parce qu'il était stressé. Je dis, allez, on va. Et donc tu lui as dit que ça se passait bien ici, hein, que lui, il est chez lui ici, Tariq. Hein. Exactement. Aujourd'hui, est-ce que tu arrives à reprendre une vie normale? J'essaye, je fais au mieux. Je suis avec mon copain au départ, il me disait non, reste à la maison, il faut que tu te reposes. Mais je lui disais non. T'es ressorti, t'es retourné au Lidl d'ailleurs? Non, jamais. Non. Non, je crois que j'y retournerai pas. Honnêtement, je crois que j'y arriverai pas. Ouais, t'arriveras pas. T'as un petit message à passer avant. Oui. Voilà, en fait, il y a 3 jours, j'ai perdu ma grand-mère. Et je voulais lui rendre hommage.
Et donc, je voulais lui faire un gros bisou de là-haut et lui dire que je l'aime. Ce matin à Paris, les voyageurs de la gare du Nord ont assisté à une scène terrifiante. Une attaque à l'arme blanche. L'homme a pu être rapidement arrêté par des passants et par les forces de l'ordre. Il a été neutralisé par les forces de l'ordre qui elles-mêmes ont fait usage de leurs armes. Je voudrais féliciter l'ensemble des effectifs qui sont intervenus avec une efficacité et puis ils ont fait preuve d'un grand professionnalisme. Et puis une pensée aussi pour les 6 victimes, dont le policier, et une victime civile qui est actuellement qui a été grièvement blessée. Donc ce matin, vers 6h45, un individu, au moyen d'un poinçon artisanal, a attaqué plusieurs personnes au niveau du parvis de la gare du Nord. Ensuite, il y a des civils qui ont tenté de s'interposer. Il est rentré dans la gare du Nord au niveau du hall et là, il a agressé plusieurs autres personnes. Et s'ensuit des policiers de la police aux frontières ont entendu des cris au niveau du hall, sont descendus très rapidement et ont tenté de neutraliser l'individu. Un collègue a ceinturé l'individu en question et l'individu en a profité donc du coup pour lui planter l'arme blanche au niveau de la nuque. Et ensuite, vous avez un policier hors service et d'autres collègues qui étaient avec le collègue de la police aux frontières qui ont fait usage de leurs armes pour neutraliser l'individu. Alors, la police est intervenue en 1 minute. Oui, 1 minute 15 à peu près. Exactement. Oui. Voilà, donc c'est vrai que ça a évité un énorme drame. Hein, oui. Enfin, encore plus grave que c'est passé déjà que c'est un drame. Et c'est vrai que vos collègues ont été incroyables. Ils étaient autorisés à tirer là. Ah oui, on était complètement dans le cadre de la légitime défense. Et c'est des images très difficiles à voir. Donc là, vous avez les civils qui s'interposent. C'est incroyable. Mais c'est dingue. C'est incroyable. Oh là là. C'est incroyable. Ah, mais c'est une folie. Ça, on a vu. Oh là là, la violence. Vous vous rendez compte de ça? Sur la gare du Nord, on sait que c'est extrêmement dangereux. Extrêmement. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de renforcer les effectifs? Nous, en tout cas, c'est une revendication. Et alors? Et c'est compliqué. C'est vrai, avec les Gilets jaunes, on a beaucoup renforcé certains services et d'autres, on les a mis de côté. Je ne veux pas parler de la banlieue parce que c'est encore pire. Mais aujourd'hui, 1 minute d'intervention, c'est pas mal. Vous dites qu'on ne peut pas prévoir. L'homme a une OQTF, il ne devrait pas être sur le territoire. Comment on peut accepter qu'il y ait des gens, je ne sais même pas combien ils sont sur le territoire, des gens qui ne peuvent pas être légalement sur le territoire? Tu n'as pas d'accords bilatéraux. Mais oui, mais alors on les laisse comme ça dans la nature, on fait rien. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais alors c'est une fatalité, on accepte. Et on prend ces risques-là tous les jours. Et on en parle comme ça, tranquille. Les habitants d'un immeuble ont trouvé le courage de s'opposer aux dealers. Depuis plusieurs jours, ces habitants se relaient jour et nuit au pied de leur immeuble pour monter la garde. Le but, empêcher les trafiquants de drogue de revenir s'installer dans leur quartier. C'est incroyable, parce que c'est vrai qu'on se dit, comment est venue l'idée déjà? Comment ça s'est passé? En fait, moi, j'étais venue pour voir mon père, parce que moi, je ne suis plus une locataire d'ici. J'ai grandi au Campagnol, j'y suis née. Et mon père y habite toujours. Et en fait, je suis venue le voir pour lui souhaiter la bonne année. Et en fait, en bas, j'ai vu 15 personnes qui avaient investi les lieux sur des tables, sur des chaises, avec des canapés. Les forces de l'ordre, ils ont eu, je crois, des milliers d'appels. Sans être marseillaises, ils ont eu vraiment des milliers d'appels. Ouais, et ils ont fait quoi alors? Ils étaient là. Ils étaient là? Ils étaient là, avec nous. Ouais, ils étaient là avec nous. Le problème, c'est que malheureusement, quand ils viennent, ils ont rien sur eux. Donc, ils les arrêtent, ils les relâchent 2 heures après. Sofia est descendue en bas, elle est partie prendre un sandwich et une canette. Et moi, je l'ai suivi. Et je leur ai tenu compagnie pour qu'ils puissent partir. On m'a demandé qu'est-ce que je faisais là. J'ai dit, je suis venu vous tenir compagnie. D'accord. Parce que c'est mon bâtiment. Ouais. Et vous n'êtes pas d'ici, c'est pas nos enfants. C'est même pas des enfants de nos quartiers. Mais là, aujourd'hui, ça fait 11 jours du coup qu'on est en bas. Donc, on a décidé de médiatiser l'affaire parce qu'on sait que quand on y met les médias, ça avance. On sait très bien que la drogue, du coup, il y a des armes derrière et qu'on peut avoir des revendications, des représailles, pardon. Mais après, honnêtement, peur pour avoir peur, on préfère avoir peur maintenant que d'avoir peur dans 6 mois s'ils nous ont envahi la cité et qu'on ne peut plus sortir. Donc on préfère avoir peur maintenant pour sauver nos familles, pour sauver les personnes âgées, pour sauver cette résidence qui est vraiment propre, qui est belle et qui est calme, surtout qui est vraiment calme. C'est décevant parce qu'on est vraiment fatigué. Ça fait 11 jours qu'on lutte. On est midi, 3h du matin. De midi à 3h du matin, on est en bas. On a réussi à faire un collectif, tous ensemble. Et là, du coup, on a une équipe de 8 vigiles qui sont assermentés. Donc, qui vont être 24, 7 sur 7. Bravo, voilà. Bravo en tout cas. Et on va essayer d'abord d'autres trucs. Bravo, on peut aller t'applaudir. Merci.